Sport de passion et d'émotion, le football enivre et transcende ceux qui le vivent pleinement. Vecteur d'union nationale ou de patriotisme dans le cadre d'un match de sélection, il est aussi un catalyseur de tensions projetant par exemple les rivalités et les haines. Le football s'insère dans un contexte historique, social, politique, s'insère dans une réalité qui, souvent, le dépasse. Serbie-Albanie est typiquement un cas d'exemple pour lequel le football a pu montrer les tensions existantes, voire même les renforcer. Rivalité balkanique, conflit guerrier, culture de la détestation, l'aigle bicéphale albanais contre la Trinité serbe, le Shqiptar contre le Srpski. Voilà l'une des plus fortes rivalités en football. Générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau focus sur les rivalités des sélections nationales, une rivalité dont j'avais déjà parlé il y a plusieurs années sur la chaîne, mais j'avais été très bref, je n'avais pas du tout été dans les détails parce que c'était un épisode avec plusieurs rivalités. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous reparler de Serbie-Albanie de façon plus profonde, concrète, dans ce qui est pour moi, à titre purement personnel, la plus forte rivalité sur le continent européen. J'en parle maintenant sur la chaîne parce que j'adore le foot de nation, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, parce qu'on est entré dans les 10 ans des gravissimes incidents de 2014 entre les deux équipes, et 10 ans après, Serbes et Albanais seront à l'Euro 2024, on en parlera en fin de vidéo. C'est une thématique, les rivalités des sélections nationales, très importante sur la chaîne. C'est la plus vieille série de l'Arena, la première vidéo que j'ai tournée sur YouTube, donc ça me tient à cœur. J'en profite comme toujours. Si vous aimez le contenu, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à soutenir, à liker, commenter, vous abonner. C'est un soutien très précieux pour moi, surtout que vous êtes encore nombreux à regarder la chaîne sans être abonné. Donc n'hésitez pas, c'est une belle récompense pour moi, vraiment ça me fait super plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter aussi, comme ça je peux vous découvrir, vous connaître ou vous reconnaître. Je lis très souvent tous les commentaires, donc voilà, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Installez-vous bien confortablement, on est parti. On va commencer avec un peu de géographie et du contexte, c'est assez important. L'Albanie et la Serbie sont des pays des Balkans, qui sont des États candidats pour entrer dans l'Union européenne. Au niveau culturel et statistique, l'Albanie c'est 2,8 millions d'habitants, elle est peuplée ethniquement d'Albanais, peuple descendant des Illyriens, qui ont une langue propre à majorité musulmans. Les Serbes, eux, sont environ 8 millions en Serbie, ce sont des Slaves méridionaux, sous-groupe des Slaves, à très grande majorité chrétiens orthodoxes. Il y a une donnée super importante à garder en tête, c'est que beaucoup d'Albanais et de Serbes vivent en dehors des frontières serbes et albanaises. Sur cette map, on voit que des personnes d'ethnie serbe sont présentes en Bosnie, au Monténégro, en Croatie, au Nord Kosovo, sans compter la diaspora serbe présente en Allemagne ou dans d'autres pays. On considère qu'un Serbe sur 3 vit en dehors de Serbie. Pour les Albanais, c'est pareil. Les Kosovars sont techniquement des Albanais. On en trouve donc à très grande majorité au Kosovo, entre l'Albanie et la Serbie, plus les minorités en Macédoine, au nord de la Grèce ou au Monténégro. La diaspora est aussi conséquente puisque presque 2 millions d'Albanais vivent en dehors d'Albanie, notamment en Allemagne, en Italie, en Turquie et en Suisse, où ils représentent une grande majorité des étrangers ou binationaux. C'est un contexte qui est donc assez intéressant à relever. Alors, je ne vais pas revenir sur les guerres entre Serbes et Ottomans, la bataille de Kosovo-Polier de 1389 ou plus récemment, à l'échelle de l'histoire, la formation des États-nations après l'éclatement des empires européens et les guerres des Balkans de 1912 et 1913. Pour donner un contexte vraiment concret, il faut revenir dans les années 90, à la fin des années 90, et la guerre du Kosovo, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. En 1989, Milosevic, l'homme fort de la fin des années 80 en Yougoslavie, restreint l'autonomie constitutionnelle du Kosovo qui avait été accordée par le pouvoir yougoslave. Ça va être une première étincelle puisque des mouvements albanais vont s'organiser, alors soit purement politiques comme la Ligue démocratique du Kosovo de Rugova, ou alors paramilitaires comme l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo fondée en 1991, soutenue par l'État albanais et qui a mené des campagnes de guérilla contre l'armée ou la police serbe. On voit au logo qu'elle reprend les armoiries de l'Albanie, le drapeau de l'Albanie, parce que c'est du nationalisme albanais, dont une des idéologies est l'intégration du Kosovo au sein de l'Albanie.
En 1998 débute la guerre du Kosovo, une guerre ultra violente où des massacres ont lieu qui aboutit à une intervention directe de l'OTAN en 1999 avec la campagne de bombardement force alliée, engendrant un retrait progressif des troupes yougoslaves du Kosovo. La guerre prend fin en 1999, le Kosovo est placé sous administration internationale des Nations Unies et crée la KFOR, la force armée de l'OTAN pour la protection et maintien de la paix au Kosovo. La guerre fait environ 13 500 morts, dont 11 000 civils albanais et serbes et des milliers de déplacés, notamment albano-kosovars, qui ont fui dans les pays voisins, mais aussi en Suisse, en Allemagne et en France. La mission internationale, à la toute fin des années 90, a néanmoins permis la réintégration d'1 million de Kosovars au sein du Kosovo. En 2008, le Kosovo déclare son indépendance, reconnue par une partie de la communauté internationale, mais une indépendance qui ne passe pas pour la Serbie et la Russie, alliés fidèles de Belgrade. Il est intéressant de voir comment est célébrée cette indépendance. Les drapeaux albanais sont partout, il y a un nationalisme ultra important à comprendre dans les deux camps et tout converge vers le Kosovo, cette ancienne province serbe qui est vraiment le nœud de la rivalité. Parce que d'un côté, on a les Serbes qui cultivent la rancœur de la guerre, la perte de ce territoire qu'ils considèrent comme berceau culturel et spirituel de la Serbie. De l'autre, l'Albanie, premier soutien du Kosovo, qu'elle guide comme un grand frère et dont elle influence le nationalisme puisque les Kosovars sont des Albanais ethniquement. Depuis, les relations entre Tirana et Belgrade, entre l'Albanie et la Serbie, ont été assez tendues, mouvementées, parfois cordiales, mais souvent marquées par des désaccords profonds. C'est donc dans ce contexte que j'ai bien évidemment beaucoup résumé et vulgarisé qu'arrive en 2014 le match de foot Serbie-Albanie. Il faut savoir que c'est le premier de l'histoire entre les deux nations. La Serbie reste une sélection très jeune apparue après la dissolution de la Serbie et Monténégro en 2006. En 2014, l'UEFA organise les éliminatoires de l'Euro 2016 en France et le hasard fait bien les choses puisque Serbes et Albanais se retrouvent dans le même groupe de qualification, le groupe I. C'est une rencontre qui peut avoir lieu, autorisée par l'UEFA, à l'inverse de Serbie-Kosovo. La rencontre Serbie-Albanie, elle est possible, ce qui bien sûr suscite quand même des inquiétudes au moment du tirage et avant la rencontre. On sait que c'est une rencontre à très haut risque, que ce soit à l'aller à Belgrade ou au retour à Elbasan. Aucun supporter extérieur n'est autorisé à faire le déplacement. Le 14 octobre 2014, au Partizan Stadium de Belgrade en Serbie, la rencontre tant attendue a lieu. On sent une tension très palpable entre deux équipes qui sont à la recherche d'une première qualification à l'Euro. Histoire de lancer les hostilités, l'hymne albanais copieusement sifflé par le public serbe témoignait. Le match débute normalement, hormis un drapeau de l'OTAN brûlé en tribune serbe, et se déroule sans accroc jusqu'à la 40e minute de jeu. De nulle part, jaillit du ciel belgradois un drone portant une carte albanaise, mais pas n'importe laquelle, la carte de la grande Albanie ethnique, regroupant au sein du même État les Albanais d'Albanie, du Kosovo, de Monténégro, de Macédoine du Nord, de Grèce et du sud de la Serbie, un projet ultranationaliste remontant à plusieurs siècles, accompagné de l'inscription autochtone pour revendiquer une appartenance historique. Le public serbe, éberlué, siffle outrageusement ce qu'il est en train de voir, mais acclame le défenseur serbe Mitrovic au moment où celui-ci arrache le drapeau du drone qui s'approchait de la pelouse. Ce geste va engendrer une première bousculade entre joueurs serbes et albanais, les remplaçants rentrent sur le terrain et se mêlent aux confrontations. Alors que certains joueurs serbes et albanais tentent de calmer tout le monde, plusieurs supporters serbes rentrent sur le terrain, notamment celui-ci qui vient armé d'une chaise pour frapper des Albanais. Le capitaine Loriksana, proche de la situation, répond avec les poings. Les scènes sont violentes, le chaos est total, la sécurité est totalement débordée. Plusieurs supporters envahissent la pelouse, aux grandes dames de Kolarov et d'autres Serbes qui tentent de raisonner leurs compatriotes qui sont sur le terrain. Des tirs de fumigène et pétards sont lancés, les tribunes serbes chantent à cœur ouvert « Tuez, tuez, tuez l'Albanais ». La présence hooliganiste se fait sentir sur la pelouse. Avec son t-shirt noir et son crâne rasé, Ivan Bogdanov, leader du groupe Ultra Boys des déliés de l'Étoile Rouge, harangue la foule. Réputé pour être l'un des hooligans les plus dangereux d'Europe, ultranationaliste serbe, Bogdanov avait fait parler de lui 4 ans plus tôt en Italie, lors d'un Italie-Serbie, après avoir brûlé
un drapeau albanais en tribune. Il sera condamné à 1 an de prison pour être entré sur la pelouse durant ce match. Le contexte étant délétère et empêchant la tenue de la rencontre, les Albanais décident de regagner le vestiaire, mais sans assistance sécuritaire. Au moment de rentrer dans le tunnel dans un brouhaha total, des Serbes lancent de nombreux projectiles sur les joueurs ou viennent au contact physique avec eux, esquivant la police pourtant présente en nombre dans le stade. Les images sont une fois de plus désolantes et témoignent d'une violence inouïe qui rappelle les affrontements serbo-croates dans les stades dans les années 90. La rencontre ne reprendra pas, les joueurs albanais rentrent dans la nuit et sont accueillis en héros par des centaines d'Albanais. Loris Sana est acclamé pour avoir frappé un des Serbes descendus sur la pelouse. Au Kosovo, à Pristina, là où 5000 personnes étaient réunies pour voir le match, le message du drone a été salué et des chants de victoire ont résonné. Face à cette situation, l'UEFA a décidé de dégainer la machine à sanctions, tout d'abord en optant pour le statu quo, en accordant la victoire à la Serbie, mais en lui infligeant 3 points de pénalité, une décision inacceptable pour les deux camps. En plus de cette décision, les deux équipes se voient condamner 100 000 € d'amende et la Serbie 2 matchs à huis clos. Pour l'anecdote, 1 an plus tard, le tribunal arbitral du sport renversera la décision de l'UEFA et donnera finalement victoire à l'Albanie sur le score de 3-0. Voici la décision. La formulation du tribunal arbitral du sport a retenu que la fédération serbe et non la fédération albanaise devait être considérée comme étant responsable du fait que le match n'ait pas pu aller à son terme en violation de l'article 27.01 du règlement du championnat d'Europe de football. En conséquence, la formation du tribunal arbitral du sport a décidé que le match qualificatif du groupe I pour le championnat d'Europe de l'UEFA entre la Serbie et l'Albanie devait être considéré comme étant perdu par forfait par la fédération serbe sur le score de 0-3. Fin de la décision. Revenons ainsi sur ces incidents et analysons-les. On a eu véritablement un incident grave, ultra violent, qui a dépassé le cadre du football. 10 jours après ce match, Edi Rama, Premier ministre albanais, devait faire une visite historique en Serbie pour rencontrer son homologue Vučić. Première fois depuis 68 ans qu'un chef d'État albanais devait venir en Serbie. Sa rencontre sera finalement reportée 3 semaines plus tard. Chacun s'est accusé mutuellement. Les Albanais ont accusé les Serbes de violence, de failles sécuritaires, de chants racistes. Les Serbes ont accusé le pouvoir albanais d'avoir fomenté le coup du drone et d'avoir lancé les hostilités. Le frère d'Edi Rama, donc Premier ministre albanais, présent en loge le soir du match, est accusé par la presse serbe d'avoir piloté le drone. Après enquête, il s'avère que l'auteur est Balist Morina, un Albanais ultranationaliste au centre de l'image, plusieurs fois visible en tribune, réfugié en Croatie puis en Italie, arrêté en Albanie en 2015 pour possession illégale d'armes. Sur son Instagram, le 14 octobre 2020, 6 ans jour pour jour après l'événement, Balist Morina a posté une vidéo de lui remémorant son coup et s'exerçant à faire voler son drone et son drapeau. Son Instagram est d'ailleurs rempli et uniquement concentré sur l'ultranationalisme albanais. Aujourd'hui, la Serbie essaye toujours de mettre la main sur lui. Il y a eu ainsi un vrai incident diplomatique puisque dans les heures qui suivent le match, des échanges ont lieu entre les deux ministères de l'Intérieur. Le politique s'est saisi de l'affaire. Quoi qu'il en soit, comme le résume un média serbe le lendemain, c'est triste mais bien vrai, la Serbie et l'Albanie n'arrivent même pas à jouer au football en paix. La conclusion personnelle que je fais de ces événements, c'est l'ultranationalisme dans les deux camps. Cet incident montre toute la problématique de la région, un espace qui n'est pas pacifié, imprégné de rivalité, où le patriotisme, voire le nationalisme, sont très puissants. D'un côté, les Serbes félicitent ceux qui ont voulu frapper les Albanais, de l'autre, allez voir la publication Instagram de Balist Morina et les commentaires d'Albanais ou de Kosovars, c'est vraiment la réjouissance la plus totale. Il est devenu ultra populaire dans son pays, suivi par plus de 13 000 personnes. On a la preuve parfaite de ce que je disais au tout début de la vidéo. Le football montre les tensions, les révèle et parfois en retour, il les renforce. Le match retour en 2015 a lieu en Albanie à Elbasan, sans les supporters serbes, comme prévu, mais vous vous doutez, dans un contexte qui s'annonce une nouvelle fois très chaud après l'aller, plus de 1500 policiers sont chargés de la sûreté de la rencontre, 350 autres pour protéger la délégation serbe. Des incidents ont lieu en amont avec un bus serbe caillassé, mais la rencontre s'est déroulée sans accroc. La Serbie s'est imposée 2-0 grâce à des buts dans le temps additionnel de Laic et Kolarov. Mais dans ce groupe de qualification, c'est l'Albanie qui se qualifie pour l'Euro 2016, tandis que la Serbie, pénalisée en plus de 3 points de pénalité, ne verra pas l'Euro en France. La victoire serbe du 8 octobre 2015 est à ce jour le dernier match entre équipes premières de la Serbie et de l'Albanie. Il y en a donc eu 2, un en réalité. Pourtant, la rivalité a continué à prospérer entre les deux camps depuis de façon indirecte. Entre la Coupe du Monde 2018 et les célébrations avec l'aigle albanais des Suisses d'origine kosovare Xhaka et Shaqiri contre la Serbie, la célébration serbe en 2022 après la qualif au mondial incluant le Kosovo sur son territoire suscitant les réactions albanaises,
ou les manifestations ultranationalistes comme le Nema Predaje, pas de capitulation d'un côté, ou l'Utseka de l'autre. Serbes et Albanais ont par le sport et surtout le football continué de véhiculer une véritable rivalité. Et avec l'Euro 2024 qui se profile en Allemagne, que les deux équipes vont jouer, la crainte de voir un Serbie-Albanie a existé et a laissé place au risque d'affrontement entre les deux camps. Si on sait désormais que les Albanais joueront dans le groupe B avec l'Italie, l'Espagne et la Croatie, et que les Serbes seront dans le groupe C avec l'Angleterre, la Slovénie et le Danemark, la possibilité de voir le match Serbie-Albanie dès les phases de poule était possible, puisque les deux équipes n'étaient pas dans le même chapeau et qu'aucune interdiction ne régit la tenue de la rencontre. C'était d'ailleurs quelque chose de craint. Une note interne à l'UEFA a évoqué la possibilité d'avoir un nouveau match ultra explosif entre les deux camps, chose que le président de la fédération serbe a affirmé vouloir éviter. Il ne voulait pas tirer l'Albanie. Alors oui, les deux équipes ne se croiseront pas en phase de poule, ne devraient pas se croiser en phase finale, sauf gros concours de circonstances. Il n'en demeure pas moins que le risque d'affrontement et de tension dans les chassés-croisés ville-haute transport, notamment le train, sont réels, encore plus en Allemagne, où les communautés serbes et albanaises sont nombreuses et se mêleront aux milliers de supporters qui déferleront outre-Rhin l'été prochain. Il faut aussi ajouter la forte présence d'hooligans ultranationalistes des deux côtés qui enveniment la situation et qui véhiculent une haine entre les deux pays. Les organisateurs allemands et les organisateurs de l'UEFA sont au courant. Il faudra composer avec certains très violents en Allemagne qui seront présents, car le risque de déstabilisation des rencontres de la Serbie ou de l'Albanie n'est pas à négliger. Vous vous souvenez de Balis Morina, l'ultranationaliste albanais auteur du coup du drone. Il a commenté le poste de qualification de la Serbie pour l'Euro 2024 en disant, je cite, « Calmez-vous les lapins, je suis là pour arranger votre destin, ne vous inquiétez pas, rendez-vous à la phase d'élimination ». Même si les deux équipes ne se croiseront pas, on voit bien qu'il y a une rivalité, qu'on la sentira peut-être en Allemagne. Il faudra être aux aguets pour éviter des débordements graves entre supporters qui mettent toutes les rivalités nationales entre clubs de côté pour leur patrie. Voilà les amis, la vidéo touche tranquillement à sa fin. J'aurais pu ajouter d'autres choses, surtout d'un point de vue politique ou historique. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une rivalité qui dépasse le cadre sportif et footballistique. Que le match de 2014 fut l'exaltation nationaliste et de la violence. Que le Kosovo, c'est la pomme de discorde principale, c'est un territoire disputé. Aujourd'hui, selon des sondages, une très grande majorité de Kosovars souhaiteraient être rattachés à l'Albanie, dont certains ont clairement pu manifester leur message politique, notamment en tribune, comme ici lors d'un Suède-Kosovo, alors que les Serbes considèrent toujours que c'est leur terre, arguant que c'est le cœur de leur nation. Vous voyez le litige. Donc c'est vraiment un exemple d'une ultra-politisation du football et pour moi, le cas concret par excellence de la rivalité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je précise bien évidemment que l'objectif n'est pas d'ajouter de la tension sur cette rivalité, mais simplement de présenter la situation. Je vous demande donc d'être courtois et de ne pas insulter en commentaire. De toute façon, les insultes et messages haineux seront bloqués par le robot YouTube. On continuera de parler de rivalité durant cette année 2024 et bien sûr dans le cadre de cette série, les rivalités des sélections nationales, je vous mettrai la playlist en description, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas non plus à proposer des prochaines rivalités pour les épisodes suivants. C'est tout pour moi les amis, je vous souhaite une très belle soirée et une très bonne semaine. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao.